Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 erreurs à éviter quand on travaille dans le monde de l'automatisme. Alors c'est des erreurs qui sont fréquemment faites par des débutants, mais pas forcément. Je vois encore beaucoup de professionnels qui font les mêmes erreurs. Alors peut-être pas les 7 erreurs, mais pour certaines d'entre elles, ils continuent à les faire. Je vais te présenter les 7 et te dire comment y remédier. La première des erreurs qu'on retrouve très souvent et qu'on retrouve même chez les professionnels, c'est de ne pas bien préparer le travail. Une bonne préparation amène toujours à un bon programme en automatisme. Je peux te prendre l'exemple par exemple de la construction d'une maison. Si tu ne prépares pas bien le travail, si tu ne fais pas les fondations par exemple, ou si tu ne fais pas les plans de la maison, et si tu ne fais pas les calculs de force, etc., ta maison ne va pas tenir debout, les gens qui vont habiter dedans ne seront pas contents, et tu vas arriver à un résultat qui est mauvais, voire très mauvais. Donc ne pas préparer le travail, qu'est-ce que ça engendre? Tu vas devoir refaire ton programme X fois, et le refaire, et mettre des pansements, ce qu'on appelle des pansements, c'est-à-dire que tu fais tu rajoutes un bout de code sur un bout de code, et tu arrives à la fin à un programme qui est ce qu'on appelle une toile d'araignée, ce qui est illisible et incompréhensible. Tu vas arriver à avoir du mal à débugger ton programme également, s'il est mal préparé. C'est la même chose, quand tu as un code qui ressemble à une toile d'araignée, débugger devient très compliqué. Et enfin, tu vas rendre les utilisateurs de ton programme pas contents. Ceux qui vont faire tourner la machine, ceux qui vont réparer la machine, les techniciens de maintenance. Personne ne sera content au final. Pareil que dans le cas de la construction d'une maison, si tu prépares pas bien, tu auras un résultat final mauvais et tu risques de devoir tout refaire. Alors comment faire pour bien préparer le travail? Je ne vais pas te faire un cours de préparation d'un projet automatisme parce que ça prendrait plusieurs vidéos, ça peut être assez gros. Mais tu peux partir sur une première chose qui est l'analyse fonctionnelle, c'est quelque chose qu'on apprend en école d'automatisme et c'est quelque chose qui prépare assez bien. Ça consiste en quoi? Ça consiste en simplement commencer par comprendre le besoin et mettre sous forme de cahier des charges le besoin de l'opérateur, le besoin du technicien de maintenance et ton besoin à toi pour bien pour faire un bon suivi de ton projet tout au cours de la création du projet, mais aussi dans le futur pour pouvoir le modifier facilement. C'est important donc de bien définir les besoins des utilisateurs. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que, si je te prends l'exemple d'un ascenseur par exemple, il n'y a pas que ceux qui montent dans l'ascenseur pour changer d'étage, il y a aussi le technicien de maintenance qui va le réparer, et puis il y a celui peut-être qui va reprendre ton programme pour le modifier plus tard. Et puis enfin il y a un sujet qui est très important, c'est la sécurité. C'est quelque chose qui doit être bien préparé et bien passé dans les détails avant de commencer quoi que ce soit dans l'écriture de ton code. La deuxième erreur que je vois très fréquemment, même chez les professionnels, c'est de ne pas penser à l'utilisateur final. Moi j'ai eu des exemples où des ingénieurs me disaient mais ça c'est pas important, ce qui est important c'est que mon code tourne bien et on verra après pour rendre l'interface utilisateur facile. Et au final, qu'est-ce que ça engendre? De la frustration des utilisateurs, des opérateurs de machines, la frustration des techniciens ou même des ingénieurs qui vont devoir réparer la machine ou la mettre en service. Et qu'est-ce que ça va arriver comme résultat? Ces personnes, utilisateurs, techniciens, ils vont faire que t'appeler pour te demander comment faire et te demander de les former parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu as voulu faire, ils n'arrivent pas bien à utiliser la machine. Prends l'exemple d'un ascenseur, si tu définis pas bien les boutons pour changer d'étage ou les arrêts d'urgence, etc., tu risques d'avoir des utilisateurs qui vont avoir peur de monter dans l'ascenseur et qui ne vont pas l'utiliser. Même chose avec le technicien, si tu ne donnes pas accès facilement pour réparer, ils vont pas comprendre et ils vont t'appeler sans arrêt pour que tu les guides. Donc tu vas être sans arrêt dérangé. Si tu ne penses pas aux utilisateurs finaux, tu vas être sans arrêt dérangé pour devoir les aider à utiliser ou à réparer ton appareil. La troisième grosse erreur, c'est de ne pas simuler. C'est de faire ton programme et d'aller directement sur la machine ou sur l'ascenseur ou n'importe quelle autre machine ou appareil que tu voudrais automatiser. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques simplement la casse de pièces. C'est-à-dire que tu vas
en même temps que tu vas brancher tes appareils pour la première fois au niveau électrique, tu vas aussi débugger ton code. Ton code, il y a de grandes chances qu'il ait des bugs. C'est pratiquement impossible de faire un programme sans bug. Et le but de simuler, c'est vraiment d'arriver sur la machine en ayant enlevé le plus possible pour éviter la casse. Donc là, je t'ai mis la photo d'une machine à laver. Donc, la casse, ça peut arriver à une fuite, etc. Alors pas chez le client bien sûr, ce sera pour toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire de la casse quand tu vas faire tes premiers tests. Pour éviter ça, il faut simuler le code le plus possible. Aujourd'hui, si je te prends l'exemple de Siemens TIA Portal, il y a un outil qui s'appelle PLC Sim qui marche vraiment bien et tu peux vraiment simuler et aller très loin dans la simulation avant d'aller sur la machine. La quatrième et la cinquième erreur, je les ai mis ensemble parce que ça concerne l'écriture du code. L'écriture du code, c'est important de rendre ton code très visible pour toi et pour les autres. Pour toi, pourquoi? Quand tu vas finir ton code, tu vas le mettre en machine, il va tourner, et puis peut-être que 6 mois ou 1 an après, tu vas devoir revenir dessus pour faire des modifications. Tu vas reprendre ton code et tu vas pas arriver à le relire. 1 an ou 2 ans après, tu auras fait beaucoup d'autres projets entre, et il y a de grandes chances que tu ne te souviennes plus. Pour les autres, parce que tu peux avoir des gros projets où tu vas être plusieurs ingénieurs à travailler dessus, et c'est important de rendre ton code lisible pour les autres. Je te montre un exemple tout de suite avec Siemens TIA Portal, un exemple de programme qui consiste à gérer des feux de signalisation sur la route, donc des feux vert, orange et rouge. Je te montre la différence entre deux codes, un code qui n'est pas commenté, tu le vois ici, donc tu as des variables qui s'appellent var1, des tags qui s'appellent tag1, etc. Des timers 1, 2, 3, tu ne sais pas trop ce qu'ils font. Tu descends et tu continues à lire ton programme et au bout d'un moment, à force de le regarder, tu vas comprendre puisque tu sais ce que les feux doivent faire. Mais là encore, c'est un exemple assez simple, les feux signalisation. Pense à une machine très complexe. Je te laisse imaginer quand tu vas lire ce code pour la première fois et pour le débugger. Je te montre maintenant la version bien commentée et avec des bonnes variables. Qu'est-ce que tu vois ici? Tu as des régions avec un commentaire qui dit lecture des entrées hardware. Donc ça, j'imagine que c'est aller lire les entrées qui sont connectées. Gestion des feux, donc le code de la gestion des feux commente ici. Premier commentaire, mode 1, mode normal. Alors ça veut dire qu'il y a probablement deux codes. Je vois qu'il y a un if. Si je descends pour le mode suivant, ici, else, mode 2, mode maintenance. Donc on voit déjà qu'il y a deux modes dans mon code. Ensuite, on rentre dans le premier code. On a un case sur une variable qui dit état des feux. Donc j'imagine qu'on rentre dans ce case en se disant peut-être j'ai un feu qui est rouge, l'autre qui est vert. Ça c'est un des états. Peut-être j'ai les deux feux orange, c'est un deuxième état, etc. Là je vois une variable qui s'appelle feu 1 rouge qui a trou. Donc j'imagine qu'on allume un voyant rouge sur le feu 1. On éteint un voyant orange sur le feu 2, voilà, etc. Les timers ici, ils ont un nom. Feu orange temps, j'imagine c'est le temps passé à l'orange par les feux. Donc voilà, tu as un code très lisible à comparer d'un code pas lisible. En sachant que là, c'est un exemple très simple de feu de signalisation. Encore une fois, imagine une machine très complexe et que tu arrives dans un code comme ça. J'en ai vu des professionnels qui m'ont donné leur code et j'en ai vu des comme ça. Et la personne était partie, je n'ai même pas pu lui demander. Je te laisse imaginer, dans mon travail aujourd'hui, j'ai des codes, je ne peux plus, avec mon équipe, on ne peut plus les réparer. On doit les réécrire, parce que c'est impossible de comprendre. Impossible. Donc voilà, une des très grosses erreurs, c'est de ne pas bien commenter, et de ne pas mettre des noms de variables et des variables, plutôt que d'utiliser des tags directs comme ça. Pour les commentaires, par exemple, moi je commence toujours par écrire un commentaire. Ici par exemple, si je veux m'écrire un bout de code, tac, ici, je commence par quoi? Je commence par mettre commentaire de ce que je veux faire. Ce que je veux faire. Voilà. Je note tout de suite ce que je veux faire. Et ensuite je commence le code. Mes variables, quand je vais les créer, pareil. Je me fais, avec mon équipe, on se fait une structure de variables commune pour qu'on puisse la comprendre. Tu vois dans la variable le type
le type de la variable, si c'est un booléen entier, tu vois si c'est une entrée-sortie de l'automate, si c'est un moteur, etc. Donc tu te crées une structure de variable que tout le monde va comprendre. Voilà, donc bien commenter son programme et utiliser les variables et bien les nommer. Sixième erreur qu'on retrouve fréquemment, c'est l'utilisation des boucles while. Alors les boucles while, si tu as fait un peu de software, tu sais que tu peux rester coincé dedans. Une boucle for, c'est impossible parce que tu connais le nombre de fois que tu vas répéter la boucle. Une boucle while, ça peut être infini. Là, dans l'exemple que je te montre ici, while variable 1 égale 1, do. Ça veut dire quoi? Si ta variable ne passe jamais à 1, tu vas rester bloqué dans la boucle while. Et en automatisme, ça peut être très dangereux parce que le reste de ton code ne sera plus utilisé. Sauf ce qui est sur interruption, mais je ne rentre pas dans les détails ici. Donc les boucles while, normalement en automatisme, c'est à éviter, pour éviter d'être coincé dedans. La solution que tu peux faire pour ça, c'est simplement de mettre une possibilité de sortir. Dans ton while, tu peux avoir une condition avec un temps, avec un nombre de passages qui te force à sortir de la boucle while. Donc une boucle while à utiliser à faire attention quand on l'utilise. Enfin, la septième erreur, l'erreur qui paraît la plus logique, mais moi ça m'est arrivé, à tout le monde c'est arrivé plein de fois de perdre son programme, c'est oublier de sauvegarder régulièrement. Alors maintenant, dans tous les logiciels d'automatisme, tu peux régler un autosave, tu peux sauver toutes les 2 minutes en automatique. Ça a des pour et des contre. Les pour, tu perdras jamais ton programme. Les contre, ça m'est arrivé par exemple de travailler pendant 10-15 minutes et de faire vraiment n'importe quoi dans mon code. J'étais pas bien concentré et j'ai voulu revenir en arrière. Donc là, si c'est sauvé automatiquement, tu vas avoir du mal à revenir en arrière. Donc voilà, bien penser à toujours sauvegarder, ça c'est erreur typique d'ingénieur automatisme ou software. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces explications sur les 7 erreurs à éviter t'ont bien aidé. Et dans la description de cette vidéo, tu retrouveras un lien sur mes ressources gratuites que je te donne. Tu auras des infos sur l'automatisme, sur la programmation Siemens. Pense à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus d'infos sur l'automatisme et sur Siemens.